Maintenant que j'en suis à l'écrire, pour d'autres, ça pourrait s'appeler la roulette ou le tiercé. Mais moi, ce n'était pas l'argent que je cherchais. À un moment donné, j'avais commencé à me dire, à décider qu'une vitre de métro pouvait m'apporter la réponse, la rencontre avec un bonheur, précisément ici où tout se passe sous le signe de la plus implaçable rupture, à l'intérieur d'un temps sous terre qu'un trajet entre stations dessine et limite, irrémédiablement en bas. Je dis rupture pour me comprendre. Je devrais comprendre tant de choses depuis que j'ai commencé à jouer le jeu, cet espoir d'une convergence qui peut-être me serait donnée à partir d'un reflet dans une vitre. Dépasser cette rupture que les gens ne semblent pas remarquer, mais qui sait ce que pensent ces gens épuisés qui montent et descendent des wagons du métro, ce que cherchent, en plus du transport, ces gens qui montent avant ou après, pour descendre après ou avant, qui ne coïncident qu'en une zone de wagon où tout est décidé d'avance, sans que personne puisse savoir si nous descendrons ensemble, si c'est moi qui descendrai le premier. Tandis que là-bas, il y a une jeune fille qui s'installe pour durer, pour rester de nombreuses stations encore, sur le siège enfin libre. Et cette autre jeune fille est imprévisible. Anna aussi était imprévisible. Elle se tenait très droite, contre le dossier, à sa place près de la fenêtre. Elle était déjà installée quand je montais. Je me retrouvais en face d'Anna. Presque aussitôt, parce que j'étais descendue dans le métro pour jouer de nouveau au jeu, je cherchais le profil de Marguerite dans le reflet de la vitre, et je pensais qu'elle était jolie, que j'aimais ses cheveux noirs. Je ne croyais pas que le nom de Marguerite ou d'Anna venait après, ou que ce soit maintenant une façon de les différencier par l'écriture. Ces choses-là étaient données instantanément par le jeu. Je veux dire que le reflet sur la vitre ne pouvait en aucune façon s'appeler Anna, pas plus que ne pouvait s'appeler Marguerite, la jeune fille assise en face de moi sans me regarder. Tout le monde fait semblant de consulter une zone qui ne soit pas le voisinage immédiat, sauf les enfants, qui regardent fixement et de front, jusqu'au jour où on leur apprend à se situer aussi dans les interstices, à regarder sans voir, avec cette ignorance polie de toute présence voisine, de tout contact sensible, chacun installé dans sa bulle, se réfugiant derrière François ou un livre de poche. Et en se retournant vers la vitre, elle avait vu mon reflet, qui attendait cet instant pour lui sourire légèrement, sans insolence ni espoir, lorsque le regard de Marguerite allait tomber sur son regard comme un oiseau. Cela dura une seconde, peut-être plus, parce que je sentis que Marguerite avait perçu ce sourire qu'Anna éprouvait, même si ce n'était qu'en baissant la tête et en se mettant à examiner la fermeture de son sac rouge. Anna restait seule en face de moi. Elle avait cessé de regarder son sac, et une ou deux fois ses yeux me balayèrent distraitement avant de se perdre dans l'affiche de la station thermale qui se répétait aux quatre coins du wagon. Marguerite ne m'avait pas regardé de nouveau dans la vitre, mais cela même prouvait le contact, son battement secret. Par ailleurs, arriver à Saint-Lazare était important. Il y avait encore 8 stations avant le terminus Gallieni, mais il n'y en avait plus que 3 avec correspondance, et ce n'était que si Anna descendait à l'une de ces 3 stations que j'aurais peut-être la possibilité de la rencontrer. Quand Anna se redressa d'une seule et nette flexion de son corps, quand je la vis de dos entre 2 passagers, je crois que j'ai cherché encore, absurdement, le visage de Marguerite dans la vitre aveuglée de lumière et de mouvement. Je suis sortie sans m'en apercevoir, ombre passive de ce corps qui descendait sur le quai, jusqu'au moment où je m'éveillerai à ce qui allait venir, au choix final qui s'accomplirait irrévocablement. Je la voyais avancer parmi les gens, son sac rouge comme le balancier d'un jouet. Je la suivis pour accepter, peut-être après pour la laisser aller vers tous ces itinéraires possibles là-haut. À mi-escalier, je compris que c'était impossible. La crampe qui m'avait pris à la seconde où Anna, ou Marguerite, commençait à monter l'escalier défendu, cédait soudain à une lassitude somnolente. Je me refusais à penser. Il me suffisait de savoir que je continuais de la voir, que le sac rouge montait vers la rue, qu'à chaque pas, ses cheveux bruns tremblaient sur ses épaules. Je sais qu'Anna, que Marguerite, n'a pas eu peur quand j'ai marché à ses côtés, et que je lui ai dit que ce n'était pas possible que nous nous séparions ainsi.